puisqu'il y a une publication de 2022 de nos amis de Lausanne, je suis à Besançon, Oui. c'est tout à côté, qui a démontré que quand on a une maladie inflammatoire de l'intestin, une Mickey, un Crohn, et qu'on est déprimé, on a toutes les chances de faire un Alzheimer, un Parkinson. Voilà. Ce que tu as dit. Et là, il y en a 1 million actuellement qui sont traités, enfin traités avec des traitements qui ne marchent pas. Et ensuite, il y en a 1 million qui ne le savent pas et 1 million qui vont arriver. Enfin bon, c'est du n'importe quoi. Et les labos cherchent, mais jamais on ne te parle de l'intestin. Ah oui. Jamais. Ah oui, quand il y a un Parkinson, il faut aller voir l'intestin. Mais bien sûr. Quand il y a une maladie d'Alzheimer, il faut aller voir l'intestin. Quand il y a tout, il faut aller voir l'intestin. Bonjour à tous. Bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter l'un de mes collègues, le professeur Philippe Imbert, qui est de l'Université de Besançon, qui est un grand spécialiste de la dermatologie, de la médecine interne, de l'endocrinologie et de l'oncologie, dont nous nous retrouvons tous les deux aujourd'hui pour justement parler d'un sujet qui le passionne, où il a une compétence extraordinaire, à savoir les maladies inflammatoires chroniques intestinales. C'est un grand consultant. Beaucoup de gens viennent le voir d'Europe entière sur des sujets extrêmement délicats. Et ce qui est très frappant, c'est qu'aujourd'hui, nous ne trouvons plus tellement de grands cliniciens, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'avoir une vision globale de la santé, qui ne sont pas enfermés que sur la peau, que sur ceci ou que sur cela. Donc, un dermatologue qui s'interroge à l'intestin, qui s'intéresse à l'intestin et qui peut résoudre des problèmes majeurs pour les gens, c'est absolument fabuleux. Donc, Philippe, merci d'être là aujourd'hui. Évidemment, je suis là pour apprendre des choses de toi et tous ceux qui nous écoutent vont apprendre beaucoup. Donc, comment as-tu été amené d'abord à venir sur les maladies chroniques intestinales inflammatoires? Eh bien, merci Henri de me recevoir ici. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de pouvoir parler d'un des thèmes privilégiés que j'aime aborder avec les patients. Alors, lorsque je me suis installé il y a 4 ans en dermatologie et médecine interne, j'ai vu énormément de personnes qui souffraient du ventre. Et ces pauvres personnes souffrent depuis des années, 10 ans, 15 ans, avec des douleurs incroyables, avec le ventre tendu, avec des constipations. Je n'imaginais pas qu'on pouvait avoir 3 semaines de constipation sans aller à selle. Donc, c'était effroyable. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et à chaque fois, ces personnes avaient déjà consulté maintes fois et il n'y avait pas de solution. Alors, j'ai essayé de trouver des solutions. Ils ne venaient pas te voir parce que tu es dermato. Parce que tu étais prof de dermato, ils venaient parce qu'ils avaient entendu dire que tu pouvais résoudre leurs problèmes. Voilà, parce que effectivement, dans le domaine de la médecine interne ou des problèmes diagnostiques, au moment où j'ai sorti mon premier livre en 2018... Quel nom, le titre du livre? Avez-vous un bon médecin? Ah, c'est pas mal. Avez-vous un bon médecin? Excellent. Il y avait le sous-titre, le docteur House français, que j'ai fait retirer, bien entendu, parce que c'était pas acceptable. Mais voilà, ça voulait tout dire, c'était que j'avais peut-être des solutions pour certaines maladies. Exactement. Alors, donc, les gens viennent te voir avec des pathologies parfois même incroyables. Moi, j'ai vu quelques patients qui m'ont parlé de toi. Et tu vas leur résoudre leurs problèmes. Mais alors, comment fais-tu? Tu vas analyser, tu n'es pas à l'assistant numérique qu'on est en train de nous proposer avec de la médecine artificielle ou je ne sais quoi. Tu es là avec le patient devant toi et voilà, nous sommes en consultation. Oui, alors il y a une méthode qui est vraiment la méthode clinique qu'on nous a appris et je dois rendre hommage à mon maître, le professeur Jean-Louis Dupont, qui m'a appris cette médecine. Premièrement, parler avec le malade, déjà l'accueillir, comment allez-vous? Quel âge avez-vous? Que faites-vous comme travail? Il m'arrive parfois de passer 5-10 minutes à le questionner sur son métier. Tiens, vous répariez des voitures, c'est intéressant, dites-moi des choses là-dessus. Donc, j'ai découvert des métiers que j'ignorais. Et puis ensuite, on entre vraiment dans le questionnement médical de l'histoire clinique. Et on doit prendre beaucoup de temps. Laisser parler le malade, il va expliquer tout en détail ce qu'il a. Et d'ailleurs, un grand médecin, Osler disait laissez parler le malade, il va vous donner le diagnostic. Exact. Effectivement, la personne qui va vous expliquer qu'il a mal là, que ça se passe comme ci, comme ça, petit à petit, il va vous conduire au diagnostic.
Et puis, pendant que la personne s'exprime, je vais lui poser également des questions, mais en même temps, j'ai à côté de moi la pile des examens biologiques qu'il a su garder, parce que depuis le temps que je répète qu'il est indispensable d'avoir toutes ces prises de sang de toutes ces dernières Tu années, leur demandes de t'apporter tout ça. toujours. Voilà. Et donc, j'ai parfois des piles comme ça, j'ai parfois des gens qui viennent avec la dernière prise de sang. Ça me désole, parce que qu'est-ce qu'il y a sur cette dernière prise de sang? Ben, que ce que le médecin avait Autant voulu de thé, quoi. doser. Oui, c'est ça. Bon, par contre, sur une prise de sang, d'une pile de prise de sang des 10 dernières années, on va voir un taux de vitamine B12, on va voir une électrophorèse, on va voir un sodium. Tout ça va m'aider à construire un diagnostic. Bien sûr. Et donc, je regarde tous ces examens et j'interromps le patient en disant: «Vous avez vu ici, vous avez 700 éosinophiles». Ah, la personne regarde: «Ah bon? C'était quand?» Je dis: «Peu importe, c'est un pic à un moment Et donné». personne ne lui a dit. Personne ne lui a dit. Ouais. C'est un pic qui va être important. On continue et je vois une autre anomalie. Et petit à petit, il me dit des choses. On m'a opéré des amygdales, j'avais des otites quand j'étais bébé, nourrisson. Et moi, je vois des signes biologiques. Et à un moment donné, je m'arrête, je dis: «Je sais déjà ce que vous avez à cet instant-là. On va vous montrer, je vous montre sur des diapositives ce qu'il en est». Et puis ensuite, va être le moment de l'examen clinique. Alors, effectivement, il y a des personnes qui sont troublées, étonnées de voir qu'un médecin déshabille. Tu les Voilà, examines. examine. Tiens, c'est drôle, ça. En slip soutien-gorge quand Oui. c'est des femmes, ou en slip torse nu quand ce sont des hommes. J'ai parfois des femmes qui se désolent: «Mince docteur, si j'avais su, je me serais épilée». Mais je dis: «Mais vous savez, je ne fais pas de différence, Bien sûr. peu importe». Et donc, on examine complètement le malade. Bien Alors, sûr. bien sûr, le fameux examen complet n'existe pas. Examen cardiovasculaire, pulmonaire, comme on nous apprenait, Oui, oui. c'est pas très logique. Mais en fonction des signes cliniques, on va aller regarder. Par exemple, les personnes, on en parlera tout à l'heure, qui a mal au ventre, je vais regarder les coudes, les genoux. Vous allez me dire pourquoi, ben, je vous le dirai tout à l'heure. Et puis, cette personne qui a du mal de marcher, on va prendre le marteau à réflexe pour voir des réflexes ostéoportunaires. Neurologie, quoi. Neurologique. Donc, on va faire un bel examen. Et puis ensuite, on revient autour du bureau et là, je pose d'autres questions. Là, ils se sentent pris en charge. Attention. Là, ils se sentent pris en charge Voilà. parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Bien sûr. Et vous avez vu là ce signe sur votre peau, c'est le signe de ça. Voyez, madame, vous avez fait des fausses couches. Regardez, vous avez un livédo. C'est quoi, docteur? Des marbrures. Ah bon, c'est grave? Ben, je dis oui, c'est un signe qui peut annoncer un AVC. D'accord. Si toutefois vous aviez des anticorps antiphospholipides, on va les doser. Ah ben c'est intéressant. Et pourquoi j'aurais ces anticorps? Ben, parce que vous avez une maladie de l'intestin. Et que Excellent. ces anticorps sont très fréquents dans les maladies de l'intestin. Donc vous avez fait une fausse couche il y a 20 ans, vous avez ce livédo et vous venez parce que vous avez mal au ventre, vous avez toutes les chances d'avoir ces anticorps. Et si je les trouve, on va vous traiter en prévention pour que vous ne fassiez pas d'AVC. Excellent. Donc voilà tous les signes qui sont intéressants. Donc, anamnèse, tu écoutes le patient, tu l'examines, vraiment, c'est pas un examen clinique à distance, tu l'examines, ensuite tu le reprends avec toi, et là tu lui fais une synthèse. Une synthèse. Voilà. Il peut arriver aussi que je revienne, j'ai oublié quelque chose, par exemple, cette personne que j'examine en face de moi, qui a mal au ventre, revenons à cela, et je trouve qu'il a le regard un peu figé. Il s'exprime pas beaucoup. Et quand je l'ai vu arriver, il marchait à petits pas. Je dis: «Mince, il a peut-être une maladie de Parkinson». Exact. Pourquoi? Parce que j'ai appris que la maladie de Parkinson était associée préférentiellement aux maladies inflammatoires de l'intestin. Elles Exactement. sont cousines germaines. Quand vous avez l'un, vous pouvez avoir l'autre. Et donc, j'ai raté ce diagnostic. Je dis au monsieur: «Revenez, on va se réinstaller, je vais réexaminer à nouveau et là, je peux trouver des signes de la maladie de Parkinson». Ça change tout. Associé à un problème digestif. Associé au problème C'est ça. digestif. Et puis, ce retour au bureau va être l'occasion d'aborder ce que j'appelle la 3e ou 4e partie, c'est-à-dire l'aspect neurosensoriel, neuropsychique, émotionnel. Donc ça va commencer par: qu'est-ce que vous avez eu comme coup dur dans votre vie? Ouais. Et là, c'est Tout le monde en a. énorme. Tout le monde en a. Oui. Mais ça peut être pour des femmes beaucoup de choses Oui. d'agression Oui, physique, oui. sexuelle et autres. Ça peut être des décès, perte d'un enfant. Bien Une sûr. femme ne se remettra jamais, Jamais, jamais. du décès d'un enfant. Et comme les souffrances du cerveau vont avec les souffrances de l'intestin, on va trouver des ponts, des passages. Psychosomatique, quoi. Ouais. Psychosomatique, je n'aime pas trop le terme parce que tout n'est pas dans l'esprit. Il y a une Oui, vraie maladie oui, oui, organique, bien sûr. mais il y a une maladie psychique associée, une souffrance morale. Et donc, à ce moment-là, je pose des questions qu'on appelle le questionnaire de Hamilton, un certain nombre de questions qui va permettre de déterminer si la personne a, oui ou non, des signes dépressifs. Avez-vous un sentiment de dévalorisation? Et là, on me dit: «Ah bah oui, depuis quelques mois». Avez-vous une baisse de l'estime de vous? «Ah bah oui, je suis nul, j'y arrive pas».
Avez-vous un sentiment de culpabilité? Oui. Avez-vous des troubles du sommeil? Etc. Incroyable. Et là, on a tous les signes de l'état dépressif. Donc, cette personne qui vient, qui a mal au ventre, je lui dis, voilà, vous avez une MICI, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, en quelque sorte une maladie de Crohn, avec un syndrome dépressif, et puis d'autres facteurs qu'on va voir tout à l'heure, et des causes de tout cela. Mais on me dit, mais non, docteur, on m'a fait des coloscopies, je n'ai rien, j'ai eu des endoscopies. Et alors, tu as relié tout à l'heure au problème articulaire. Oui. Bon, donc, les gens se disent, mais pourquoi il examine mes articulations? Comment tu fais le lien entre le tube digestif ou la maladie de Crohn et les problèmes articulaires? Alors, il s'avère que ces maladies inflammatoires de l'intestin, c'est des maladies qui vont s'exprimer par des signes extra-digestifs. Oui. Le plus souvent, ça peut être la migraine. Savez-vous aujourd'hui que les gens qui ont mal à la tête, 9 fois sur 10, ça vient de l'intestin? Et dans l'intestin, ça vient d'un facteur important qui est le gluten. Il faut en parler maintenant. Ce n'est pas une mode. Il y a une véritable épidémie de pathologies liées au gluten d'aujourd'hui. Absolument. Et ce gluten d'aujourd'hui, depuis 2010. D'ailleurs, en 2010, quand j'ai entendu à la radio, à la télévision, qu'une grande société, Bayer, Monsanto, allait distribuer le gluten partout dans le monde, j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, attention, c'est un gluten qui n'est pas celui des paysans, Ancien, avec ouais. des blés variés, etc. Et il va y avoir des dangers. Et il s'avère que ce gluten est doublement concentré. On a 2 fois la concentration. Et c'est un gluten qui est extrêmement irritant, Indigeste. indigeste pour nos intestins. Tout à fait. Et ça va survenir chez des personnes prédisposées. Alors, c'est cela l'interrogatoire qui est intéressant. La prédisposition va venir chez des gens qui ont eu par le passé une intolérance aux protéines de lait de vache. APLV. APLV, comment je détermine ça? Eh bien, par des questions. Avez-vous eu des otites, bronchites, angines, Excellent. rhinopharyngite? Si vous avez ça quand vous étiez bébé, vous êtes intolérant aux protéines de Mais lait de tu as vache. super ORL en même temps. En même temps. Voilà. Si vous avez été opéré des amygdales, des végétations, vous êtes intolérant aux protéines de lait de vache. Alors, certaines personnes disent, ah ben oui, docteur, je n'aime pas le lait de vache, je ne le supporte pas, ou je n'en prends pas. Et d'autres qui disent, je ne m'en suis pas aperçu. Je dis, c'est pas grave, madame le docteur Rancé des hôpitaux de Toulouse, et j'utilise toujours cette phrase, a déterminé, a établi avec certitude que si vous aviez eu des otites ou que vous avez été opéré des amygdales, vous avez eu de l'intolérance aux protéines de lait de vache. Et donc, c'est la première intolérance qui va se poursuivre en 2010 par le gluten. Et ça va survenir chez qui? Chez des personnes qui ont un tissu conjonctif prédisposant, qui est un tissu de laxité. Ce sont des gens qui sont laxes. Alors, vous voyez, quand je cherche la laxité, soit on allonge le bras et il s'allonge à plus de 180 degrés, soit on fait plier le pouce. Vous voyez, je ne suis pas très laxe. Ouais. Certaines personnes arrivent à toucher Ouais. l'avant-bras. Ouais. Et ces gens-là vont avoir ce qu'on appelle le leaky gut. Et en effet, en 2016... Leaky gut, c'est-à-dire la porosité intestinale. Ce qu'on appelle la porosité intestinale. C'est-à-dire un intestin fragile qui va tomber malade. Et en 2016, avec une de mes étudiantes en pharmacie, Lauriane Louvrier, on a fait une thèse sur les gens qui avaient des syndromes un peu d'Ehlers-Danlos, c'est-à-dire hyperlaxes. Ouais. Soit qu'ils avaient tous les critères d'Ehlers-Danlos, soit quelques-uns, peu importe, ce qui intéressait, c'est la laxité. Et on s'est aperçu que ces gens-là avaient des maladies intestinales qu'on a appelées le leaky gut, chroniques. 2 études sont venues ensuite, en 2017-2018, israéliennes et suédoises, qui ont confirmé tout ça, notamment chez les enfants. Donc, ce tissu conjonctif prédisposant, si vous avez fait des entorses, si vous avez fait des luxations, si vous êtes plutôt souple, si vous avez mal habituellement au cou, à la nuque, vous avez toutes les raisons d'avoir cette intolérance au lait de vache et au gluten. Alors, pourquoi je regarde les genoux? Parce que, à un moment donné, j'ai remarqué sur la peau, je suis dermatologue, des signes qui m'ont intrigué. Je regarde les genoux, je dis, mais j'ai jamais vu des genoux pareils. Une zone rectangulaire hyperkératosique avec des stries, comme si on avait passé un stylet dessus. À côté, des petits points, des petites bosses que moi j'appelle kératospilaires. Et je lis en même temps que la kératospilaire des faces externes des bras est connue comme étant un signe de la tolérance au gluten. Des gens qui ont écrit ça. Et je découvre au niveau des coudes une hyperkératose, une peau épaisse. Et donc aujourd'hui, vous avez mal au ventre, je me précipite sur vos genoux, sur vos coudes, et je vais vous dire tout de suite si vous avez une MICI due au gluten et au lait de vache. Incroyable. Incroyable. Et la plupart des MICI sont dues au gluten et au lait de vache, sauf que il y a un ostracisme, on ne veut pas reconnaître cela parce que c'est la mode, on pense que c'est la mode, alors que ce n'est pas du tout la mode, c'est une entité véritable que j'ai d'ailleurs appelée la maladie de Lebvol. Pourquoi la maladie de Lebvol? Parce qu'en 2010, le gluten arrive sur le marché, et en 2015, il y a un Anglais
Benjamin Lebwohl, qui fait un article qui parle de maladies cœliaques et de maladies non cœliaques. Excellent. Non-cœliaque gluten intolérance. Alors j'imagine qu'il a dû se faire descendre complètement parce qu'on ne touche pas à la maladie cœliaque. C'est une entité, mais il faut savoir que 9 fois sur 10, c'est une maladie non cœliaque due au gluten. Mais pourquoi refuse-t-on d'arrêter le gluten? Je me le demande, parce qu'il suffit d'arrêter le gluten et le lait de vache sérieusement, et 3 semaines après, on a les résultats. La personne écrit, mais c'est pas la peine d'aller plus loin, je suis déjà guéri. Non, tu n'as pas besoin d'ordonnance, tu lui expliques ce qu'il faut faire au niveau de sa bouffe, de son alimentation. Exactement. Et j'ai fait un document qui est un peu humoristique, je dis, youpi, vous avez une intolérance au lait et gluten, à vous le saumon, à vous le caviar, à vous tout ça, Excellent. Les fruits de mer, vous pouvez y aller. Oui. Mais prenez du pain, non plus du pain normal, du pain au petit épeautre, Bien du sûr. pain de seigle, du pain de sarrasin, et voilà. Donc, et le lait de vache, et tu changes la vie des gens dans un sens positif. Oui. Incroyable. Incroyable, avec ça. Et puis d'autres vont nécessiter des compléments de traitement parce qu'il va se passer des choses dans l'intestin, on va en parler. Bien sûr. Alors, ces choses dans l'intestin, puisque nous y sommes, qu'est-ce qui se passe dans l'intestin pour expliquer ces maladies inflammatoires chroniques intestinales? Donc, c'est déjà pas dans le côlon. Parce que si on examine le côlon en coloscopie, on peut trouver des aftes, des nodules, des ulcérations d'une maladie de Crohn. Maladie de Crohn du côlon. Tout à fait. Et ça se passe dans l'intestin grêle, dans les 6 mètres, depuis la sortie de l'estomac. Ça peut même toucher l'estomac. Tout à fait. Il y a des gens qui ont des reflux, des brûlures, des remontées. Ils ont déjà eu des IPP, les médicaments pour les brûlures d'estomac. Mais c'est qu'ils ont maintenant qui augmentent les risques de cancer de l'estomac. On le sait maintenant, bien sûr. Et qui font baisser la B12, etc. Absolument. Mais ils pourraient avoir une inflammation de Crohn à cet endroit. Tout à fait. Et donc, dans cet intestin, l'intestin grêle, il se passe des choses. Premièrement, la muqueuse, elle suinte, elle est gluante, elle est abîmée, elle est toute collante. Ouais. D'ailleurs, des gens disent, je fais des glaires avec mes selles. C'est du mucus. Tout à fait. Eh bien, qu'est-ce qui se passe là? Et là, c'est une chose dont je suis, je pense, le spécialiste. D'ailleurs, je vais sortir un livre dans 2 mois sur cela, sur les parasites. Ces gens-là sont couverts de parasites dans l'intestin. Des petits vers longs comme ça, ou longs comme ça si ce sont des ascaris, mais des petits vers qui sont des trichocéphales, qui vont se coller. Et il y a quelqu'un qui a compté 5000 petits vers dans l'intestin. Et ça va donner quoi comme symptômes? C'est les questions que je vais poser, ou que je vais voir en regardant les examens biologiques. Pourquoi vous avez fait une analyse d'urine, madame? 3 fois, 4 fois, 5 fois? Pourquoi je vois une ordonnance d'antibiotiques? Docteur, je fais des cystites. Voilà. Madame, c'est pas des cystites. Mais si, docteur. Je dis non, regardez, l'analyse d'urine montre soit qu'il n'y a pas de bactéries, soit qu'il n'y a pas de globules blancs. Oui, mais je souffre. Les deux. Mais je souffre. Oui. Et on vous donne des antibiotiques. Oui, ça me soulage un peu, temporairement, parce que ça doit, à mon avis, désenflammer. Anti-inflammatoire. Voilà. Oui. Et donc, et ces mycoses, et qui ne sont pas des mycoses, ces femmes qui disent j'ai des mycoses, c'est simplement ça les gratte, ça suinte au niveau vaginal, et c'est une réaction immunoallergique liée aux parasites qui sont très haut situés là-haut. Et donc, ces cystites et pseudomycoses sont une autre preuve qu'il y a une maladie inflammatoire de l'intestin. Et j'ai des personnes qui m'ont écrit, docteur, depuis 17 ans, je souffrais de cystite et de mycose, vous m'avez traité les parasites, je n'ai plus rien depuis des années. Formidable. Alors, qu'est-ce que tu vas donner contre les parasites? Alors, pour les parasites... Les trichocéphales. Le trichocéphale... L'ascaris. L'ascaris, c'est les vers ronds, ce qu'on appelle les nématodes la plupart du temps. Je donne albendazole. Albendazole, ça s'appelle le Zantel, qui est un médicament, un des meilleurs. Il faut prescrire. Il faut prescrire. Ouais. On peut utiliser le fluvermal. Fluconazole. Non, fluvermal, c'est pas le fluconazole, mais le fluvermal qui est un dérivé, des imidazolés, un peu. C'est la famille de tous ces médicaments. On peut prendre également du métronidazole, qui va traiter les lambliases. Parce qu'il y a des petits vers plats, qui sont des protozoaires, qui vont se mettre à la sortie de l'estomac, dans le duodénum, et qui peuvent donner des prurites, des démangeaisons, des mal-être, des choses comme ça. Donc, il faut traiter tout ça, et j'associe ces 2 médicaments, et les gens sont soulagés. Parfois même, des gens ont vu disparaître leur pathologie digestive, qui traite depuis 15 ans, en traitant les vers. Mais alors, quand on dit ça aux patients, ils sont étonnés. Ils disent, mais enfin, docteur, moi, j'ai déjà dit ça à mon docteur, il m'a dit que c'est pas vrai. Il en a cherché dans les selles, il les a pas trouvés. Je dis, c'est normal. On les trouve pas dans les selles. Ils sont collés là-haut. Ils sont collés là-haut. Ben oui, c'est exactement ça. Ils sont collés. Et donc, tous ces gens qui ont même un prurit anal, quand vous avez des démangeaisons à l'anus, ça peut être que des parasites. Bien sûr. C'est l'extrémité tube digestif. Ben non, on leur donne pas de traitement d'épreuve. Et donc, heureusement, il y a des Allemands qui ont fait des études. Ils ont regardé toutes les analyses de sel des gens qui avaient des vers. Chaque fois, c'était négatif. Donc, n'allons pas chercher dans les selles. C'est pas là qu'on le trouve.
Par contre, si on traite les gens qui ont de l'urticaire, qui ont un prurite, si on leur donne les yeux fermés ce Zentel, ils vont guérir à 80% Comment tu de écris leur maladie. Zentel? Zentel. Ils Zentel. vont guérir de leur maladie de peau. Je Vous vous comprends. rendez compte? Donc ça veut dire que c'est la première cause des démangeaisons. Et ça, les dermatologues ne le savent pas encore. On ne leur a pas encore dit. Il faut le dire. Et je le dis et je redis, dermatologue, quelqu'un vient vous voir pour des démangeaisons, vous avez éliminé un lymphome, vous avez bien examiné votre malade, bien entendu, pensez aux parasites. Parce que le lymphome, alors, lui, c'est un cancer du système immunologique. Là, qui donne des prurites. Tu es dans l'oncologie, quoi. Voilà, qui donne des prurites. Donc le prurite, ça peut être le mode d'expression d'une maladie grave ou bénigne. Tout à fait. Quand on a éliminé la maladie grave, on va rester dans les maladies bénignes, et donc les parasites viennent, là, en premier lieu. Et puis, il y a un deuxième parasite, qui est un peu mon parasite fétiche, qui s'appelle la toxocarose. Carose, avec un C. Un C, et pas toxoplasmose. Oui. Toxocara canis, et il y en a beaucoup plus dans le sud de la France que vers chez moi, mais il y en a beaucoup chez moi. C'est l'ascaris du chien. Le chien, il a des vers dans l'intestin. Et puis, il fait ses crottes dehors. Et puis, dehors, la crotte va être là depuis 3 semaines. Ouais. On ne voit plus rien, ça a Bien sûr. disparu. Mais vous vous promenez, vous ramassez quelque chose par terre, et sans le savoir, vous avez au bout des doigts des œufs de Toxocara canis. Portez les doigts à la bouche, et là, Clac. clac, vous êtes Tube colonisé digestif. par des larves. Ça peut vous donner de l'urticaire, ça peut vous donner des démangeaisons, ça peut vous donner des mallettes, des épilepsies, ça peut vous donner beaucoup de choses. Il faut savoir y penser. Et pour savoir y penser, il faut regarder les prises de sang. Il y a Bien 5 sûr. ou 10 ans, on peut peut-être voir un taux. Ah, tu vas les éosinophiles, Les alors. fameux Ouais, éosinophiles. d'accord. Ah, mais c'est passionnant. Ça, c'est ton prochain bouquin. Ça, c'est en prochain. Comment il bouquin. s'appelle? Les parasites. Les parasites, d'accord. Les envahisseurs de D'accord, l'organisme. je vais dévorer ça. Ouais. Ouais. Et donc, cette larve, puisque curieusement, ce ver ne va pas jusqu'au stade adulte chez l'être humain. C'est une larve, mais qui va profiter de la porosité de l'intestin pour filer dans le sang et donner des manifestations sanguines. Ça peut aller chez des enfants à la perte d'un Il œil. traverse le foie et il monte, quoi. Exactement. Vous vous D'accord. rendez compte? Et ils peuvent perdre un œil. Ça peut être un truc comme ça. Et donc, cette toxocarose, j'ai fait plusieurs années de travaux dessus, 7, 8, 9 publications, je crois, pour démontrer ça. Et surtout, la dernière découverte, Toxocarose. toxocarose, Ça rentre. c'est que si vous avez ça, vous êtes sûr d'avoir une maladie de Crohn. C'est formidable. Incroyable. Incroyable. Mais Vous les avez gastros ne le l'urticaire. savent pas, ça, Philippe. Ben non, parce qu'on ne leur a pas encore appris. Bah oui, oui. Et ça, il faut qu'on... Et comme il y a beaucoup d'ostracisme, on veut bloquer, mais non, Ouais, c'est pas bien sûr. possible, on a fait une coloscopie, on voit rien. Bien Mais sûr. c'est pas grave, on voit rien. C'est dans la muqueuse. Bien C'est sûr. là-dedans que ça se passe. Et puis, on a une biologie qui parle. Donc, premier aspect, on a vu les parasites. Mais deuxième autre aspect, c'est les bactéries de l'estomac. Helicobacter Il y pylori. en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Et savez-vous qu'il y a plusieurs publications qui ont établi le fait que si vous avez cette bactérie dans l'estomac, vous avez toutes les chances d'avoir une maladie de Crohn. Alors, C'était d'après toi, il contesté. vient d'où cet hélicobacter? Ben, il vient des gouttelettes de salive qu'on s'échange en parlant Ouais. avec son interlocuteur. Ça vient peut-être de L'un là, il le l'alimentation. passe à l'autre, quoi. Voilà, il passe à l'autre. Mais surtout, il va se coller dans l'intestin parce que l'intestin est chaud, Ouais. l'estomac est chaud, Ouais. gluant, collant. Les bactéries vont s'y loger et proliférer. C'est une cause de cancer, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, du en cancer de rien. l'estomac, bien sûr. Cancer de l'estomac. Bien sûr. Et donc, quand tu as cette bactérie, tu penses qu'il vaut mieux la traiter? Alors, absolument. Absolument. Alors là, tu donnes antibiotiques, tu donnes Antibiotiques. le Donc, traitement on donne classique. le traitement quoi. classique. Quoi. Et puis tu fais vérifier que ça ne revient pas, mais tu changes la bouffe quand même, tu changes Exact- l'alimentation. Exactement. Parce que cette inflammation, elle est propice Tu à vires ces- les produits laitiers, tu vires le gluten. Exactement. Voilà, ouais, d'accord. Exactement. Génial. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer dans l'intestin? Eh bien, il va y avoir des carences par malabsorption, puisque la muqueuse, elle travaille plus bien. sûr, bien sûr. Déjà, elle est occupée à accueillir les vers, et puis elle est amincie, elle est pas en bon état, donc vous allez avoir des carences en vitamine B12, qui est justement la vitamine qui est absorbée au niveau de l'iléon, Absolument. la dernière partie, La dernière partie. qui est le siège le plus souvent de la maladie de Crohn. L'iléite, ça s'appelle une iléite. Iléite, Absolument. ouais. maladie de Crohn. Juste avant le sécom et l'appendice. quoi. Exactement. Ouais. Alors parfois, quand l'endoscopiste arrive à cathétériser, il va faire un petit prélèvement là Ouais. et on va voir Là, on un va le petit voir. infiltrat. Ouais, mais il faut qu'il soit courageux pour arriver là, quoi, c'est ça. Et puis très souvent, il ne fait pas attention à l'analyse anapathe qui dit il y a un infiltrat inflammatoire Ouais, modeste. ouais. Mais ce petit infiltrat modeste, il a tout son sens. Ça veut dire qu'il y a quelque chose déjà. Il faut prendre tout dans ces diagnostics. Parce qu'il ne s'agit pas de dire vous n'avez rien. Les Ouais. gens, ils souffrent, ils ont mal, ils sont pliés ouais. en deux. Donc, ils ont quelque chose. Il faut poser un diagnostic. Sinon, ça finit chez le psy. Ah ben oui, Ouais. puis ils vont toujours pas bien. Bah, bien sûr. Alors, comment, quand vous avez à la fois les vers que vous avez trouvés par l'histoire clinique et la biologie et le traitement, vous avez des carences en vitamine B12, vitamine A, vitamine D et d'autres choses. Vous pouvez avoir un hélicobacter. Ben forcément, il y a une maladie de l'intestin. Absolument.
Mais on n'est pas obligé de l'avoir. Donc, je fais des dosages biologiques, des marqueurs biologiques. Alors là, tu doses. Et là, il y a 3 marqueurs qui sont fantastiques, qui ne sont pas connus. Premièrement, le lysozyme. Lysozyme, c'est un marqueur de l'inflammation du côlon. Quand le lysozyme est augmenté, il y a une iléopathie du côlon et de l'intestin grêle. Il y a une maladie de l'intestin. Une Donc, iléopathie. lysozyme dans le sang, prise de sang. Prise de sang. Tu le prescris, d'accord. Le lysozyme. Alors, il n'a pas à des taux très élevés. Les valeurs, ça va jusqu'à 12. Il y a peut-être 12,5, 13. Mais c'est déjà... Au-delà de la normale. Au-delà de la normale. Deuxième paramètre, un déficit, cette fois, en alpha-2 macroglobuline, une autre protéine qui s'abaisse, probablement parce qu'elle est excrétée. Une immunoglobuline, finalement. Une alpha-2. Oui, c'est alpha-2. qui est excrétée dans les selles. D'accord. Par le mucus, elle part. D'ailleurs, on a très souvent une hypogammaglobulinémie, la fameuse électrophorèse. Je vois, et tu la doses par le sang et par le sang, l'électrophorèse. toujours. Oui. Eh bien, les gamma-globulines, eh bien, ils sont bas parce qu'ils fuient dans Oui, l'intestin oui. à l'occasion d'une entéropathie exsudative. Un exsudat. Génial, oui. Donc, lysozyme augmenté, alpha-2 qui baisse. Et la troisième? Et le troisième, c'est les anticorps anti-Saccharomyces. D'accord. Qui ont été... mais qui ne sont pas très connus, même du monde gastroentérologique. Mais tu peux le faire doser. Et on le dose. Celle-ci n'est pas remboursée. Donc, je ne le dose que s'il y a un grand intérêt. Sinon, je vais me fier à mon histoire, la B12 base, aux deux autres marqueurs. Et aux 2 autres. Voilà. Je comprends. Non, mais c'est passionnant. Ah, c'est passionnant. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'au fond, tu es un prof de dermato, endocrino, etc. Mais tu as une compétence digestive qui montre que la clé de la santé, elle est quand même par là, quoi. Dans le tube digestif. Dans la nourriture, dans le tube digestif, et puis dans surtout l'expression que disent les gens, les informations qu'ils vous donnent, et puis l'examen. L'examen, par exemple, et puis ensuite, il va y avoir des conséquences. Donc, j'ai regardé les coudes, les genoux qui nous disent c'est bien le gluten. Donc, le gluten, ça veut dire le lait. Donc, vous avez été opéré des amygdales, donc vous avez des angines. On peut tout remonter dans l'autre sens. Bien sûr. Donc, si vous avez l'entéropathie, vous avez des vers. On va déjà les nettoyer. Vous n'avez pas besoin de prise de sang? Non, on traite, parce que c'est sûr que c'est là. Bon, vous avez peut-être l'hélicobactère. On va faire une prise de sang pour ça ou un autre examen. Mais ensuite, docteur, dites-moi pourquoi je suis gros? Ben vous êtes gros parce que vous avez une autre conséquence. Ah bon? Vous avez le pancréas qui se met à fabriquer de l'insuline. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il regarde le misérable intestin que vous avez, puis il ne sait pas quoi faire, eh ben, il va fabriquer de l'insuline. Et il fait des pics d'insuline toute la journée. Et là, vous engrangez foie gras, quoi. Et voilà, le foie gras, la stéatose. Tu as dû en opérer beaucoup, des foie gras comme ça. Et donc, on prend du poids. Et c'est malheureux, on ne peut pas vaincre ce pancréas qui est trop puissant, qui fabrique de l'insuline. Et ça s'appelle l'insulinorésistance. Exactement. Ça se dose. Il y a un marqueur qui se dose. Le HOMA. H-O-M-A. H-O-M-A, absolument. Mais quand vous avez un HOMA élevé, ça veut dire que vous avez un risque de diabète multiplié par 6. Par 6. Vous avez un risque d'AVC, risque d'infarctus et risque de cancer. La totale, quoi. On dit aujourd'hui, tu vas me dire si c'est vrai, que c'est la première cause de cancer, ce insulinorésistance. Mais tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, quelqu'un vient parce qu'il est constipé, il a mal au ventre, et vous voyez tout ce qu'on trouve. 5, 6, 7 problèmes de santé. Ouais. Et donc, on va remettre... Et s'il y a la dépression en plus. En plus, oui. Parce que la dépression, elle fait partie. Et on ne dort pas, etc. Oui. Alors, tu sais qu'aux États-Unis, bon, comme chez nous, diabète de type 1, de type 2. Chez eux, ça y est, diabète de type 3. C'est l'Alzheimer. Ah oui. C'est l'Alzheimer. Parce que trop de sucre dans le cerveau et pas assez de bon gras dans le cerveau. C'est absolument passionnant. Ils en sont là aux US. Ça n'a pas complètement traversé l'Atlantique. C'est en train d'arriver. Donc, diabète de type 3, c'est un Alzheimer ou un Parkinson avec des tremblements, etc. Écoute, formidable, puisqu'il y a une publication de 2022 de nos amis de Lausanne, je suis à Besançon, donc c'est tout à côté, qui a démontré que quand on a une maladie inflammatoire de l'intestin, une Mickey, un Crohn, et qu'on est déprimé, on a toutes les chances de faire un Alzheimer, un Parkinson. Voilà. Ce que tu as dit. Et là, il y en a 1 million actuellement qui sont traités, enfin traités avec des traitements qui ne marchent pas. Et ensuite, il y en a 1 million qui ne le savent pas et 1 million qui vont arriver. Enfin bon, c'est du n'importe quoi. Et les labos cherchent, mais jamais on ne te parle de l'intestin. Ah oui. Jamais. Ah oui. Quand il y a un Parkinson, il faut aller voir l'intestin. Bien sûr. Quand il y a une maladie d'Alzheimer, il faut aller voir l'intestin. Quand il y a tout, il faut aller voir l'intestin. Bien sûr. Toujours. Donc, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que tu bosses aussi avec des gastroentérologues quand même, qui peuvent te donner des informations par les coloscopies où le malade arrive et te dit, voyez, j'ai une colo, j'ai une gastro, ils n'ont rien trouvé. En général, c'est plutôt comme ça, parce que les patients ont vu plusieurs gastroentérologues. Et parfois, même, je le déplore, on a même une opposition entre eux. Parce que le gastroentérologue dit non, moi, ce malade n'a rien. Moi, je dis si, mais si. Et la preuve qu'il a bien quelque chose, c'est que si je traite cette maladie de Crohn,
avec les médicaments du Crohn, ben, le malade va guérir. Bien sûr. On supprime le gluten, le lait de vache, et on donne le médicament. Mais est-ce que tu vas jusqu'aux biothérapies dans les maladies de Ça Crohn peut qui sont arriver, ça bien peut sûr. arriver? Bien sûr, parce que j'ai des gens qui ont été opérés Ouais, c'est de ça. l'intestin. Et nulle part, il y a une anatomie pathologique qui dit maladie de Crohn. Or, ça semble être le Graal. Mais savez-vous que, déjà, on sait que dans 50% des cas de Crohn, les coloscopies sont normales. Oui, oui, tout à fait. 50%. Donc, le fait qu'elles soient normales, ça n'élimine pas un Crohn. D'autre part, il y a beaucoup de médecins qui disent s'il n'y a pas de diarrhée, il n'y a pas de Crohn. Oui. Mais si, Oui. 50% des Crohn sont constipés. Voilà. Donc, faut changer, la sémiologie, elle a changé. Effectivement, si on ne s'intéresse qu'aux diarrhéiques, ben, on ne verra que des Mais bien sûr, diarrhéiques. bien sûr. Mais les constipés, c'est le même problème. Donc, pour toutes ces raisons, on a toutes les chances d'avoir un Crohn si on a mal au ventre. Des gens qui me disent vous êtes sûr que j'ai un Crohn? Je dis qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? On a éliminé l'insuffisance surrénalienne, Ouais. on a éliminé des maladies qui se présentent différemment. Mais si c'est votre intestin, etc., ben forcément, vous avez un Crohn. Alors, dans le Crohn, il y a rarement des rectorragies. On les a dans les rectocolites ulcéro-hémorragiques. Oui. Est-ce que tu relis quand même un peu les deux pathologies? Alors moi, je fais pas de différence. Je Oui. suis comme les anglo-saxons. Ils parlent d'IBD, Oui, c'est ça. Inflammatory Bowel Disease, C'est ça, oui. maladie inflammatoire de l'intestin. C'est la même chose. Parce qu'il y a des écoles qui disent quand c'est le Crohn, on va utiliser plutôt tel médicament, quand c'est la rectocolite, tel médicament. Mais ça veut dire qu'on doit se baser sur des résultats endoscopiques. C'est ça. Et moi, je ne veux pas m'utiliser parce que l'endoscopie peut être négative. Oui, c'est ça. Ils viennent te voir en disant, vous voyez, le gastro m'a dit qu'il n'y avait rien. Quoi. Voilà. Mais je souffre et Mais j'ai je toujours des souffre. problèmes. Oui, c'est Voilà. ça. Et donc, le traitement va être efficace et les personnes s'expriment très rapidement. Au bout de 15 jours, 3 semaines, j'ai plus mal au ventre. Je n'ai plus de constipation. Parce que la constipation, pourquoi elle vient dans ces maladies inflammatoires? Elle vient tout d'abord parce qu'il y a un trouble du péristaltisme. Oui, ça se contracte mal. Ça se contracte mal. Donc, ça ne pousse pas les selles. Ça Et pousse il y a un pas. médicament qui est assez formidable, qui est peu utilisé, qui s'appelle le Mestinon. Mestinon. Mestinon, inhibiteur de la recapture de... c'est ce qu'on donne De dans la la sérotonine. myasthénie. Dans Oui, la dans la myasthénie, exact, La myasthénie, exact, le mot Quand m'échappe. il y a une fatigue de la paupière qui ne tient Exactement, pas, ça donne- donc un ça- peu ce qu'a eu DSK avec sa paupière qui ne tenait pas. Quoi. Ça rebooste le système nerveux et donc il y a Ouais, une ouais, le Mestinon, exact. Ouais. Le Mestinon. Et puis, quand on enlève l'inflammation, parce que l'inflammation, ça colle les matières fécales, elles collent contre Bien les sûr, parois. bien sûr. Donc, si on enlève l'inflammation et qu'on booste le péristaltisme, ben, les selles. Ça passe, bien sûr. Donc, Non, tout ça est absolument passionnant. Et donc, ça veut dire que, au fond, ces maladies, comme par exemple quand les gens te disent rectocolite, on dit c'est le stress, vous gérez pas votre stress, allez voir le psy, il va vous calmer. Et là, il y a vraiment des erreurs du diagnostic en pagaille qui sont faites à cause de cette vision. Non, vous n'avez rien, endoscopie. C'est la vision saucissonnée du corps humain. Toi, tu as une vision globale, à la fois empathie parce que tu écoutes le patient, et puis ensuite, c'est sérieux, tu l'examines, déshabillez-vous, je vous examine. Jamais tu vois un patient qui te dit on m'a examiné. C'est vrai, Bon, c'est- alors ils disent on m'a jamais ausculté. Tu vois. ausculté, C'est- alors que c'est- l'auscultation, ouais, c'est c'est l'oreille. ça. Mais d'ailleurs, à tel point que il y a des articles scientifiques sur le gluten qui disent attention, c'est le titre de l'article, ce n'est pas dans leur tête. Oui, c'est pas dans leur tête. C'est oui, pas c'est dans ça. leur tête, ils ont une vraie maladie due au gluten. Bien sûr. D'autre part, l'examen. Il y a des gens qui me disent ah, bah, vous avez été formidable, vous avez posé le diagnostic en 5 minutes. Alors, ils disent ça pour me flatter. Oui, Et je dis non, j'ai mis quand même une demi-heure. oui, Parce oui, que, regardez, je vous ai posé 50 questions. J'ai regardé vos examens Bah, bien biologiques, je sûr. vous ai fait Bah, déshabiller, bien je vous ai sûr. examiné. Ah oui, c'est vrai, mais je voulais dire que oui, oui. ça Par vous a rapport pas aux autres, échappé. Voilà. les 10 médecins avant qui n'ont rien vu, etc. Voilà. Non, c'est passionnant Donc, tout ça. c'est jamais 5 minutes, c'est Oui, c'est toujours, beaucoup de temps. beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Alors après, bien sûr, et là, peut-être la prévention avec la nourriture, et on peut échanger là-dessus, Henri, ce serait passionnant. Que faut-il faire pour corriger cet intestin qui va se réparer? C'est ce que j'appelle changer les habitudes alimentaires. Mais je dis toujours manger mieux et meilleur. De façon à ce que ce soit pas, tu sais, on avait appris à la fac le régime du goûteux, de l'hypertendu, C'est vrai. du diabétique, de l'obèse. Les types, ils te disent, écoutez, docteur, ras-le-bol avec votre régime, donnez-moi un comprimé et ça ira mieux. C'est Exactement. comme ça que Servier a fait du pognon chez les gens qui étaient plus ou moins diabético-obèses et qui a fait des conneries au niveau du cœur. Ça a Bien été une sûr. catastrophe. Bien sûr. Non, la solution, c'est changer les habitudes alimentaires. Et c'est là que moi, j'ai besoin de mon épouse, si tu veux, que tu connais maintenant, Exactement. Christine, parce qu'elle va donner incontestablement des conseils. Mais c'est
c'est là que c'est le complément du diagnostic génial que tu fais, où au-delà de ce diagnostic que tu as fait, il va falloir éliminer. Alors, tu as les traitements que tu as donnés pour les différents parasites, et il me tarde de lire ce bouquin sur les parasites parce que ça va être passionnant. On va le diffuser au maximum. Tu vas revenir en parler ici, c'est très important. Des histoires selon les parasites qui sont terribles, des enfants qui sont devenus aveugles, Bien sûr. un monsieur qui avait des fistules sur le corps, sur la peau, qui était dû à un autre parasite qui était une échinococose, qui s'était développé dans la peau. Donc les parasites, c'est quand même des êtres assez... Je me souviens avoir opéré au Maroc justement des échinococoses. J'en ai vu dans la thyroïde, j'en ai vu bien sûr dans le foie, c'était tout à fait classique, mais ça fout le camp n'importe où. C'est un peu l'histoire des parasites dont tu parles. Ça, c'est absolument passionnant. C'est des cellules d'un être vivant qui est un ver, mais ça se développe comme un cancer. Alors tu vois, ça le problème, c'est que des émissions que tu as de santé sur TF1, les grandes radios, les grandes télés, c'est que dalle, ils ne nous prennent jamais. Et c'est ça l'intérêt de cette télé, de cette chaîne ABC Talk TV qu'il faut promouvoir, parce que nous avons une liberté d'expression que nous n'avons pas ailleurs. Liberté d'expression, liberté de prescription. Et au fond, moi j'ai des problèmes avec le Conseil de l'Ordre, on est fraternels sur ce côté-là, quoi. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer, quoi. On est là pour aider les patients. Bien sûr. Voilà. Et oui, et c'est des petits signes. Vous savez, il y a des gens qui, toute leur vie, ont mal à la tête. C'est terrible. Si vous vous consacrez qu'à la tête, vous ne trouverez rien. Vous faites des IRM de la tête, vous ne trouverez rien. Interrogeons le malade de A à Z. Et moi, comment je fais, d'ailleurs? C'est intéressant parce qu'on peut venir pour me voir pour n'importe quoi. Une jeune fille qui a fait beaucoup parler d'elle, je la salue ici, elle donne son nom volontiers, c'est Jeanne Salvi. Elle a publié sur Instagram, sur beaucoup de choses. Cette jeune fille a 17 ans, elle vient me voir, elle est paralysée d'un bras depuis 2 ans. Terrible. Pour elle, sa vie est fichue. Qu'est-ce qu'elle va faire? Et pourtant, tu n'es pas orthopédiste. Je suis pas orthopédiste. Elle me dit, je vais peut-être me faire couper le bras. Je dis, attendez, on va regarder votre dossier. Je regarde tout le dossier depuis le début, carnet de santé y compris. Je lui dis, mais vous avez eu des régurgitations dans l'enfance, vous avez eu des otites, tout ça, vous êtes intolérante aux protéines de lait de vache. Ah bon, je ne savais pas. Puis ensuite, j'examine et je trouve les signes du gluten. Au niveau des genoux, au niveau du truc, je dis, mais vous avez une maladie de Lebvol, l'intolérance au gluten. Et puis mon bras. Je dis, attendez. Fini le tour, je dis, bon, pour le moment, voilà ce que j'ai vu, probablement des vers, vous grattez un peu dans les cheveux, dans les oreilles, oui, on va traiter les vers aussi. Supprimez le gluten et le lait de vache, revenez me voir dans 2 mois, il faut que je réfléchisse sur votre dossier, c'est très compliqué. Elle revient 2 mois après, et là, elle me montre son bras, elle bouge comme ça. Ah, c'est formidable. Elle dit, ah oui, je suis content, elle me fait un magnifique dessin que j'ai dans mon bureau, et puis elle me fait un petit mot, vous êtes mon miracle, grâce à vous, je peux vivre. Et je lui dis, mais pendant ces 2 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, docteur, j'ai pas eu de chance, je suis allé en cardiologie. Ah bon? J'ai fait 2 péricardites. Bam! 2 péricardites. Je dis, péricardite, c'est un signe chez l'adolescent de maladie de Crohn. Je vais sur PubMed, sur la banque scientifique, je tape péricardite et maladie de Crohn, et il y a parce que tu es dans la science, ben voilà, c'est ça. 50aine d'articles, je lui dis, ça y est, vous avez une maladie de Crohn. Ben on va commencer le traitement de la maladie de Crohn. Elle revient 3 mois après, elle bouge son bras comme ça. Génial. Vous vous rendez compte, elle était paralysée depuis le début. C'est miraculeux, je dis merci. Oui, mais parce que tu apprends tous les jours du patient. Voilà, nous apprenons du patient. Et on croit ce qu'on voit. Oui, c'est ça. Ouais. On croit ce qu'on voit. J'étais sûr qu'elle avait cette intolérance au gluten, elle en avait les signes. Oui. Et j'ai cru à mes collègues qui ont publié des cas de péricardite avec des maladies de Crohn, donc pour dire c'est une maladie de Crohn. Mais j'ai réinterrogé Jeanne l'autre jour, je dis, au fait, Jeanne, vous aviez eu une coloscopie? Elle me dit non, jamais. Je dis, vous voyez, on vous a traité comme la maladie de Crohn sans coloscopie et vous avez guéri si on ne l'avait pas fait. Magnifique, bien sûr. Qu'est-ce qui serait passé? Bien sûr. Alors, parle-nous un peu des bouquins que tu as écrits parce qu'il faut que les gens te connaissent encore plus à partir de cette expérience formidable. C'est très gentil à toi. Alors, le premier livre Avez-vous un bon médecin? C'est un livre qui est passionnant, il y a 40 histoires. Ça, c'est la base pour que toutes les personnes... Chez qui tu as publié? Chez Fayard. Fayard. Pour que toutes les personnes puissent apprendre à être un bon patient. Parce que le but, c'est ça. Avez-vous un bon médecin? Beaucoup de soyez un bon patient. Parce que si vous êtes un bon patient, vous aurez un bon médecin. Bien sûr. Vous allez le forger comme vous le voulez. Et donc, premièrement, je leur apprends à travers d'histoires et d'échecs de patients qu'il faut garder toutes ces prises de sang. Ne perdez rien. Perdez rien. Dans un tiroir, on met l'ordonnance du cardiologue, la prise de sang du gynéco, tout par-dessus. Et quand on va chez un docteur, on prend toute la pile. Voilà. On classe pas, c'est pas la peine. Et nous, c'est bien plus facile de tourner. Mais bien sûr. Mettez pas d'agrafe parce que si je veux scanner, je suis obligé de dégrafer. C'est juste la pile comme ça. Et on apprend plein de choses que vous pouvez pas imaginer. Ma prise de sang était normale. Oui, pour vous, elle était normale, sauf que
Les valeurs normales, entre parenthèses, sont fausses. Oui. Donc, cette valeur normale pour vous, moi, je sais qu'elle est pathologique. Donc, donnez-moi vos La examens. CRP, par exemple. CRP, beaucoup de choses, vitamine Bien B12, sûr. on sait que... Bon, donc ça, c'est « Avez-vous un bon médecin ?» 40 histoires, et on apprend aux gens, par exemple, que la vitamine C n'empêche pas de dormir, Oui. bon, que le fer doit être pris à jeun à distance des repas, et Ouais. pas au moment du repas, sinon on a mal au ventre. Ouais. Et puis plein de choses. Deuxième livre, qui est en réimpression et qui va sortir à la fin du mois, on y est d'ailleurs à la fin du mois, c'est « Votre peau me dit tout de vous ». C'est qui l'éditeur? Donc là, l'ancien éditeur était Sidney Laurent qui a fermé. Maintenant, c'est Pure Santé. Pure Santé. Pure Santé. On va en parler sur Facebook. Si les personnes me suivent sur Facebook, professeur Philippe Imbert, je vais en parler. Votre peau me dit tout de vous. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en regardant la peau d'une personne, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il va faire un AVC ou pas, Bien sûr. s'il a eu une fausse couche. Si vous voyez certains aspects sur la peau, vous connaissez telle ou telle maladie. Donc ça, c'est très important. Regardez la peau, regardez les sourcils, Excellent. regardez les Ouais, cheveux. bien sûr. Il y a des personnes qui arrivent. Les ongles également. Tu me parlais d'un spécialiste des ongles. Exactement, oui, M. Baron qui viendra, j'espère, ouais, bien sûr. Ici. Donc, votre peau me dit tout de vous et peut annoncer que vous aurez un Parkinson, que vous aurez un AVC, que vous aurez une maladie de Crohn. Bon. Et puis, le troisième livre, qui Parasites. sont les parasites. Les parasites. Et puis, j'en ai 2 autres qui sont prêts à sortir, peut-être au mois de décembre. J'espère d'ici là, on verra. On en reparlera, Merci. oui. Ben écoute, ça fait 40 minutes que nous sommes ensemble. C'est absolument passionnant. Merci bien. Je pense que c'est la première fois, mais pas la dernière, que nous sommes ensemble. Parce que grâce à Marc Leval et à cette chaîne géniale, ABC Talk TV, nous pouvons dire les choses d'une manière simple, que tout le monde est capable de comprendre et pour le bien de tous, parce que c'est ça que nous cherchons. Nous ne cherchons pas à multiplier les maladies, à multiplier les traitements, à multiplier les choses qui sont inutiles, mais à simplifier la vie des gens et leur donner du bonheur et de la santé. Et de l'espoir, du coup. Mais bien sûr, voilà, Et souvent, c'est la famille. Ouais. C'est la famille, parce que c'est le papa, puis tu vas voir la maman, puis tu vas voir la grand-mère, etc. Exactement. Non, c'est passionnant. En tout cas, merci. Et puis, on est dans un studio. Exactement, très sympa. Alors, diriger l'interview dirigée par. Je ne suis pas journaliste, mais on est 2 collègues et on se comprend. Joyeux, pour moi, c'est un grand honneur. Eh bien, je remercie infiniment Merci. le professeur Philippe Imbert pour cette interview extraordinaire qui va diffuser au maximum du maximum. N'hésitez pas à diffuser ça, à viraliser, parce que beaucoup de gens vont pouvoir se dire, tiens, mais il faut que j'aille peut-être le voir parce que ça fait X temps que je suis enquiquiné par ma maladie. Donner les pistes à son bien médecin, donner des pistes, voilà. Ouais, merci infiniment. Merci au professeur Philippe Imbert et à Marc Leval de nous avoir permis de nous rencontrer, et nous nous reverrons certainement à la rentrée de septembre et d'octobre jusqu'à la fin de l'année 2024. Merci à tous, bon été à tous. Et merci encore à toi, Philippe Imbert, professeur de dermatologie de l'Université de Besançon, qui est un très grand clinicien, vous l'avez compris, passionné par le tube digestif, passionné par la peau, passionné par l'intérieur et l'extérieur de nous-mêmes. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup.